Le scandale est réel, mais plutôt d'ampleur moindre que ceux qui, depuis des décennies, ont marqué l'histoire française. Qu'il s'agisse au XIXe siècle du scandale de Panama, du krach de l'Union générale ou plus récemment de l'affaire de la Gazette du Franc, de l'Aéropostale ou de la Banque Oustric. Mais deux développements du scandale, et plus encore le contexte politique général, vont donner à l'affaire Stavisky un écho démesuré par rapport à son importance. Le premier est le suicide de l'escroc, le 8 janvier 1934, dans une villa de Chamonix, alors qu'il était sur le point d'être arrêté. Le second est la révélation des protections dont il a pu jouir, puisque son procès a été renvoyé 19 fois sans que le parquet, dirigé par le procureur Pressard, le propre beau-frère de Camille Chautemps, le président du Conseil radical qui gouverne depuis le 26 novembre 1933, juge bon de s'y opposer. Cette fois, tous les ingrédients d'un scandale politique de grande ampleur sont réunis. L'extrême droite et au premier rang les monarchistes de l'Action française possèdent les éléments nécessaires pour écrire le scénario d'un complot imaginaire aux effets ravageurs. Stavisky aurait été assassiné sur ordre de Chautemps pour éviter qu'il ne révèle ses liens avec les hommes de gouvernement, et spécifiquement avec les radicaux, qu'il aurait financés. Le 10 janvier, l'Action française titre « Camille Chautemps, chef d'une bande de voleurs et d'assassins ». À la Chambre, les députés d'extrême droite Jean Ibarnet-Garay et Philippe Henriot exigent une commission d'enquête parlementaire que Chautemps, conscient que ses adversaires cherchent à amplifier et à prolonger le plus longtemps possible l'effet du scandale, a la maladresse de refuser, accréditant l'idée qu'il cherche à protéger son beau-frère. Le coup de grâce lui est porté par la révélation que le garde des Sceaux, Reynaldi, est compromis dans un autre scandale politico-financier. Le 28 janvier 1934, le gouvernement Chautemps donne sa démission. Au cours de cette phase de l'affaire Stavisky, Léon Blum juge l'événement suffisamment grave pour interrompre la longue réflexion qu'il conduit dans le Populaire sur le plan de travail du Parti ouvrier belge et donner le 10 janvier son sentiment qui présente deux faces contrastées. La première est la dénonciation des turpitudes morales révélées par le scandale, la lâcheté des hommes et des services qui fuient leurs responsabilités, les fausses solidarités allant jusqu'à la complaisance, la complicité ou le crime, mais aussi l'exploitation intéressée du scandale au service de vengeance personnelle ou de représailles de parti, les calomnies et les insinuations. Toutefois, et en dernière analyse, il juge positive la révolte d'un sentiment collectif d'honneur, d'un besoin collectif de probité et de propreté. Celle qui exprime comme une intolérance physique du corps social devant le spectacle et l'odeur de la corruption étalée. Et de conclure, tout compte fait, l'aventure Stavisky, avec tous ses tenants et ses aboutissants, est un produit normal du régime que nous avons à caractériser comme tel. La révolte ou la colère de l'opinion sont des réflexes défensifs de la moralité humaine contre les absurdités ou les monstruosités engendrées par le régime social, et nous devons les encourager comme tels. Nous n'avons pas à nous confondre avec certains justiciers aussi corrompus que les coupables. Nous avons à nous saisir de cette arme pour notre propre effort d'affranchissement, d'assainissement humain. Or, ce ne sont pas les socialistes qui vont se saisir de l'arme de l'affaire Stavisky pour dénoncer le capitalisme, mais la droite et l'extrême droite pour tenter une redistribution des cartes politiques. Dès le 9 janvier, l'Action française lance une série de manifestations de rue, s'efforçant de mobiliser les Parisiens contre le gouvernement au cri de « Abat les voleurs », qui vise le gouvernement et la majorité. Ils sont occasionnellement rejoints par le groupe fascisant de la Solidarité française, fondé et financé par le parfumeur François Coty, puis vers la fin du mois par les deux grandes ligues nationalistes, les Jeunesses patriotes, dirigées par Pierre Tétinger, conseiller municipal de Paris, et les Croix de Feu, présidées par un ancien officier d'état-major, le lieutenant-colonel Delarocque. À ce stade, les objectifs des manifestants sont assez vagues, et les mots d'ordre confus et contradictoires. Pour les uns,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.